Au début, elle se dit que c'est temporaire, que tu reviendras, que tu feras ce que tant d'hommes font quand ils sentent une distance s'installer. Elle attend un message, un signe, une justification. Mais le temps passe et rien ne vient. C'est là que le doute s'installe. Non pas un doute sur toi, mais un doute sur elle. Pourquoi n'as-tu pas lutté davantage? Pourquoi n'as-tu pas supplié? Pourquoi as-tu accepté si vite ce qu'elle pensait n'être qu'un jeu de pouvoir? Le stoïcisme commence précisément ici, dans ce refus de courir après ce qui ne te choisit pas clairement. Les stoïciens nous rappellent que nous ne contrôlons ni les émotions des autres, ni leurs décisions, ni leur regard sur nous. Marc Aurèle expliquait, en substance, que vouloir plier l'esprit d'autrui à notre volonté, c'est s'exposer volontairement à la souffrance. En t'éloignant sans haine et sans drame, tu appliques cette idée avec une précision chirurgicale. Tu reprends le contrôle de la seule chose qui t'appartient vraiment, ta conduite. Et paradoxalement, c'est ce détachement qui agit le plus fortement sur l'autre. Ce qu'elle ressent alors n'est pas de la joie, ni même un soulagement, c'est une perte de repère. Elle avait l'habitude de sentir ton intérêt, parfois même ton attachement. En disparaissant calmement, tu retires cette certitude. Sénèque disait que nous réalisons la valeur des choses non quand nous les possédons, mais quand elles cessent d'être garanties. Ton départ n'est pas une punition, c'est une conséquence. Et les conséquences, lorsqu'elles sont silencieuses, marquent bien plus que les reproches. Elle commence à revisiter les conversations passées, les moments où tu étais présent sans être envahissant, les instants où tu écoutais sans chercher à convaincre. Là où d'autres auraient insisté, tu avais laissé de l'espace. Épictète enseignait que l'homme libre est celui qui n'est esclave, ni du désir, ni de la peur de perdre. En incarnant cela, tu deviens imprévisible. Et l'imprévisible attire l'attention bien plus que l'insistance. À ce stade, une confusion émotionnelle s'installe. Elle se demande si tu as vraiment tenu à elle. Puis presque aussitôt, elle se demande si c'est justement parce que tu tenais à toi-même que tu es parti. Cette idée la dérange, car elle renverse un schéma connu. Tu n'as pas quitté par faiblesse, mais par cohérence intérieure. Et cette cohérence, même si elle ne la formule pas clairement, elle la ressent. C'est ici que beaucoup d'hommes commettent l'erreur de revenir trop tôt, de rompre le silence pour soulager leur propre inconfort. Le stoïcisme enseigne au contraire la patience active, non pas attendre passivement un résultat, mais rester aligné avec ses principes sans chercher à provoquer une réaction. Tu ne pars pas pour qu'elle te regrette. Tu pars parce que rester t'aurait éloigné de toi-même. Et cette nuance change tout. À mesure que les jours passent, son esprit oscille entre rationalisation et émotion brute. Elle tente de se convaincre que ce n'était rien, que tu étais remplaçable. Mais l'absence persistante contredit ce discours intérieur. Si tu étais si facilement remplaçable, pourquoi cette sensation de manque diffus? Pourquoi cette envie soudaine de comprendre ce qui s'est réellement passé? Ton silence devient une question sans réponse. Dans cette phase, sans même le savoir, elle commence à te percevoir autrement. Non plus comme quelqu'un qui attend, mais comme quelqu'un qui avance. Et l'esprit humain est ainsi fait que ce qui avance sans nous oblige à nous repositionner. Marc Aurèle écrivait que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui nous a blessés. Ici, il ne s'agit même pas de vengeance, mais de dignité. Tu n'attaques pas, tu ne justifies pas, tu continues. Ce bloc de ton histoire n'est pas encore celui du regret explicite ou de la prise de conscience totale. C'est celui du trouble intérieur, de la remise en question silencieuse. Et c'est précisément là que réside la force de ton attitude. Tu n'as rien fait d'extraordinaire. Tu as simplement cessé de te trahir pour être aimé. Et cette décision, aussi invisible soit-elle de l'extérieur, crée une onde longue et profonde dans l'esprit de celle qui pensait te comprendre. Après le trouble vient quelque chose de plus profond. Une forme d'inconfort intérieur qu'elle n'arrive pas à nommer clairement. Ce n'est plus seulement ton absence qui la perturbe, mais ce qu'elle révèle. Elle se rend compte que tant que tu étais là, elle n'avait pas besoin de se poser certaines questions. Ta présence absorbait ses hésitations. Ton départ, lui, les expose à la lumière. Elle commence à comparer. Inévitablement. Les échanges avec d'autres hommes lui paraissent plus bruyants, plus prévisibles, parfois même trop empressés. Là où tu offrais une stabilité calme, elle rencontre soit de l'indifférence réelle, soit une attention intéressée. Et cette comparaison n'est pas toujours consciente, mais elle agit. Sénèque expliquait que l'âme humaine s'attache davantage à ce qui lui apporte une paix durable qu'à ce qui flatte momentanément ses désirs.
Ce que tu incarnes, même en étant absent, entre dans cette catégorie. Elle repense à ta manière de réagir face aux tensions. Tu ne cherchais pas à gagner chaque discussion. Tu n'avais pas besoin d'avoir raison à tout prix. Et maintenant qu'elle rejoue ces scènes dans sa tête, elle comprend quelque chose qu'elle n'avait pas vu sur le moment. Tu n'étais pas calme parce que tu manquais d'émotion, mais parce que tu te maîtrisais. Et la maîtrise, une fois qu'on l'a perdue chez l'autre, devient étrangement attirante. À ce stade, elle oscille entre deux récits intérieurs. Le premier consiste à se dire que tu n'étais pas si important, que ton départ est presque un soulagement. Le second, plus silencieux mais plus persistant, lui murmure qu'elle a peut-être laissé partir quelqu'un de rare. Ce conflit interne est épuisant, et plus elle tente de l'ignorer, plus il revient sous forme de pensées nocturnes, de souvenirs anodins qui surgissent sans prévenir. Épictète disait que ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils s'en font. Ton départ est un événement simple. C'est l'interprétation qu'elle en fait qui la bouleverse. Était-ce un abandon ou un choix lucide? Était-ce une fuite ou un acte de respect envers toi-même? Plus elle penche vers la seconde option, plus son regard sur toi change. Et avec ce regard, son ressenti aussi. C'est souvent à ce moment précis qu'elle envisage de reprendre contact. Pas forcément avec un message clair ou assumé. Parfois un signe discret, une réaction tardive, une excuse déguisée. Non pas parce qu'elle sait exactement ce qu'elle veut, mais parce que ton silence crée une tension qu'elle cherche à relâcher. Et c'est là que le stoïcisme demande encore plus de rigueur intérieure. Car répondre trop vite, expliquer, rassurer, c'est lui enlever l'occasion de comprendre par elle-même. Marc Aurèle rappelait que ce qui a besoin d'être forcé n'est jamais solide. Si elle doit ressentir quelque chose, cela doit naître sans pression, sans manipulation, sans stratégie visible. Ton rôle n'est plus d'agir sur elle, mais de rester fidèle à ce que tu es devenu depuis ton départ. De ton côté, quelque chose change aussi. L'éloignement t'a permis de voir plus clair. Tu réalises que ton attachement était peut-être plus profond que le sien, mais aussi que tu t'étais parfois oublié pour maintenir l'équilibre. Ce constat n'est pas amer, il est lucide. Et cette lucidité t'apporte une forme de paix que tu n'avais pas auparavant. La paix de celui qui n'attend plus qu'on le choisisse pour se sentir complet. Elle le perçoit, même à distance. Les stoïciens parlaient souvent de l'énergie intérieure, non comme quelque chose de mystique, mais comme la cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait. Cette cohérence se ressent. Et plus tu avances sans chercher à provoquer une réaction, plus cette cohérence devient évidente. Ce bloc de l'histoire est celui où elle commence à te redéfinir intérieurement. Tu n'es plus simplement celui qui était là, tu deviens celui qui a su partir sans se perdre. Et cette image, qu'elle l'accepte ou qu'elle la combatte, s'installe durablement. Ce n'est pas encore le regret clair, ni l'élan assumé vers toi. C'est le moment où la graine est plantée. Après le trouble vient quelque chose de plus profond, une forme d'inconfort intérieur qu'elle n'arrive pas à nommer clairement. Ce n'est plus seulement ton absence qui la perturbe, mais ce qu'elle révèle. Elle se rend compte que tant que tu étais là, elle n'avait pas besoin de se poser certaines questions. Ta présence absorbait ses hésitations. Ton départ, lui, les expose à la lumière. Elle commence à comparer, inévitablement. Les échanges avec d'autres hommes lui paraissent plus bruyants, plus prévisibles, parfois même trop empressés. Là où tu offrais une stabilité calme, elle rencontre soit de l'indifférence réelle, soit une attention intéressée. Et cette comparaison n'est pas toujours consciente, mais elle agit. Sénèque expliquait que l'âme humaine s'attache davantage à ce qui lui apporte une paix durable qu'à ce qui flatte momentanément ses désirs. Ce que tu incarnes, même en étant absent, entre dans cette catégorie. Elle repense à ta manière de réagir face aux tensions. Tu ne cherchais pas à gagner chaque discussion. Tu n'avais pas besoin d'avoir raison à tout prix. Et maintenant qu'elle rejoue ces scènes dans sa tête, elle comprend quelque chose qu'elle n'avait pas vu sur le moment. Tu n'étais pas calme parce que tu manquais d'émotion, mais parce que tu te maîtrisais. Et la maîtrise, une fois qu'on l'a perdue chez l'autre, devient étrangement attirante. À ce stade, elle oscille entre deux récits intérieurs. Le premier consiste à se dire que tu n'étais pas si important, que ton départ est presque un soulagement. Le second, plus silencieux mais plus persistant, lui murmure qu'elle a peut-être laissé partir quelqu'un de rare. Ce conflit interne est épuisant. Et plus elle tente de l'ignorer, plus il revient sous forme de pensées nocturnes, de souvenirs anodins qui surgissent sans prévenir. Épictète disait que ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils s'en font. Ton départ est un événement simple. C'est l'interprétation qu'elle en fait qui la bouleverse. Était-ce un abandon ou un choix lucide? Était-ce une fuite ou un acte de respect envers toi-même?
Plus elle penche vers la seconde option, plus son regard sur toi change. Et avec ce regard, son ressenti aussi. C'est souvent à ce moment précis qu'elle envisage de reprendre contact. Pas forcément avec un message clair ou assumé. Parfois un signe discret, une réaction tardive, une excuse déguisée. Non pas parce qu'elle sait exactement ce qu'elle veut, mais parce que ton silence crée une tension qu'elle cherche à relâcher. Et c'est là que le stoïcisme demande encore plus de rigueur intérieure. Car répondre trop vite, expliquer, rassurer, c'est lui enlever l'occasion de comprendre par elle-même. Marc Aurèle rappelait que ce qui a besoin d'être forcé n'est jamais solide. Si elle doit ressentir quelque chose, cela doit naître sans pression, sans manipulation, sans stratégie visible. Ton rôle n'est plus d'agir sur elle, mais de rester fidèle à ce que tu es devenu depuis ton départ. De ton côté, quelque chose change aussi. L'éloignement t'a permis de voir plus clair. Tu réalises que ton attachement était peut-être plus profond que le sien, mais aussi que tu t'étais parfois oublié pour maintenir l'équilibre. Ce constat n'est pas amer. Il est lucide. Et cette lucidité t'apporte une forme de paix que tu n'avais pas auparavant. La paix de celui qui n'attend plus qu'on le choisisse pour se sentir complet. Elle le perçoit, même à distance. Les stoïciens parlaient souvent de l'énergie intérieure, non comme quelque chose de mystique, mais comme la cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait. Cette cohérence se ressent. Et plus tu avances sans chercher à provoquer une réaction, plus cette cohérence devient évidente. Ce bloc de l'histoire est celui où elle commence à te redéfinir intérieurement. Tu n'es plus simplement celui qui était là, tu deviens celui qui a su partir sans se perdre. Et cette image, qu'elle l'accepte ou qu'elle la combatte, s'installe durablement. Ce n'est pas encore le regret clair, ni l'élan assumé vers toi. C'est le moment où la graine est plantée. À mesure que le temps continue de passer, ce n'est plus seulement ton absence qui agit, mais ce que cette absence dit de toi. Elle commence à comprendre que tu n'as pas disparu pour la punir ou pour créer un manque artificiel. Tu es parti parce qu'à un moment précis, rester aurait signifié te renier. Cette idée s'impose lentement, presque à contre-cœur, et elle provoque un basculement intérieur. Elle réalise alors quelque chose de subtil, mais fondamental. Tant que tu étais là, elle se sentait choisie sans avoir à choisir pleinement en retour. Ton départ rompt cet équilibre confortable. Désormais, c'est à elle de faire face à une vérité inconfortable. Elle n'a pas perdu quelqu'un qui la poursuivait, elle a perdu quelqu'un qui se respectait. Et cette nuance change profondément ce qu'elle ressent. Sénèque disait que la perte n'est douloureuse que lorsque nous comprenons ce que nous avons réellement perdu. Au début, elle croyait avoir perdu une présence. Maintenant, elle commence à percevoir qu'elle a peut-être perdu une qualité rare. Pas une attention bruyante ou insistante, mais une stabilité intérieure. Quelqu'un qui ne faisait pas dépendre sa valeur de la validation extérieure. Et cette prise de conscience arrive souvent trop tard pour être confortable. C'est ici que le regret commence à se former. Pas forcément sous la forme d'une envie immédiate de revenir vers toi, mais comme une question persistante. Et si elle avait agi autrement? Et si elle avait été plus claire, plus présente, plus honnête avec elle-même? Ce regret n'est pas encore dirigé vers toi, il est tourné vers elle. Et c'est précisément pour cela qu'il est puissant. Car il ne dépend plus de ton comportement, mais de son introspection. De ton côté, tu avances. Pas par orgueil, ni pour prouver quoi que ce soit. Tu avances parce que tu as accepté une idée centrale du stoïcisme. Certaines choses ne sont pas faites pour durer, et leur fin n'est pas un échec, mais une information. Marc Aurèle rappelait que ce qui arrive devait arriver, et que la sagesse consiste à agir justement dans chaque situation, pas à s'attacher au résultat. Tu as agi justement en partant, le reste ne t'appartient plus. Elle ressent ce détachement comme une forme de maturité, et la maturité attire parce qu'elle rassure. Elle comprend que si tu reviens un jour vers quelqu'un, ce ne sera pas par besoin, mais par choix. Et être choisi par quelqu'un qui pourrait très bien continuer sans toi est une expérience très différente d'être choisi par quelqu'un qui a peur de perdre. C'est souvent à ce moment qu'elle commence à idéaliser certains souvenirs. Non pas en les embellissant artificiellement, mais en leur donnant un sens nouveau. Les silences partagés, les conversations simples, les moments sans intensité dramatique. Ce qui lui semblait parfois fade devient soudainement précieux. Épictète enseignait que nous ne désirons pas les choses pour ce qu'elles sont, mais pour ce qu'elles représentent dans notre esprit. Et désormais, tu représentes la sécurité émotionnelle qu'elle n'a pas su reconnaître à temps. Pour toi, le défi reste intérieur. Ne pas te laisser happer par l'idée d'avoir provoqué un effet. Ne pas chercher à interpréter ses gestes, ses silences, ses éventuels signaux. Le stoïcien ne rejette pas les émotions.
Il refuse simplement d'en être esclave. Tu accueilles ce qui vient sans t'y accrocher. Tu comprends que ton chemin ne dépend plus de son regard. Cette phase est cruciale, car c'est là que beaucoup se perdent, en revenant sur leurs pas au premier signe de reconnaissance. Mais la vraie force est de rester constant. Sénèque rappelait que la grandeur d'âme se mesure à la capacité de rester fidèle à soi-même, même quand les circonstances deviennent favorables. Tu n'as pas quitté pour être regretté. Tu as quitté pour être en paix. Elle, de son côté, est désormais face à une image claire. Tu n'es pas l'homme qui est parti parce qu'il ne ressentait rien. Tu es celui qui est parti parce qu'il ressentait assez pour ne pas se mentir. Et cette compréhension marque un point de non-retour dans sa perception de toi. À partir de là, quelque chose se stabilise en elle. Le tumulte émotionnel laisse place à une lucidité plus froide, mais plus honnête. Elle ne se raconte plus d'histoires pour se rassurer. Elle accepte peu à peu que ton départ n'était ni impulsif ni cruel. Il était aligné, et cette réalisation la force à se regarder sans filtre, ce qui n'est jamais confortable. Elle comprend aussi que si elle revenait vers toi maintenant, ce ne serait plus avec la légèreté d'avant. Elle ne pourrait plus jouer avec l'ambiguïté, ni tester ton attachement, car ton départ a fixé une limite claire, sans que tu aies eu besoin de la formuler. Marc Aurèle soulignait que l'exemple est la forme d'enseignement la plus puissante. Tu n'as rien expliqué, mais tu as montré. Et ce que tu as montré, c'est que ton respect de toi-même n'était pas négociable. Cette prise de conscience la met face à un choix intérieur. Soit elle accepte cette réalité et évolue, soit elle la rejette pour préserver ses anciens schémas. Dans les deux cas, tu n'es plus au centre de sa décision. Et paradoxalement, c'est cette sortie du centre qui te rend plus présent dans son esprit. Car ce qui ne dépend plus de nous commence souvent à nous questionner davantage. De ton côté, tu ressens une transformation plus silencieuse. Tu n'es plus animé par l'attente d'un retour, ni par l'espoir d'une reconnaissance tardive. Tu observes ta propre évolution. Tu parles différemment. Tu choisis mieux tes silences. Tu n'expliques plus ce que tu ressens à des personnes qui ne savent pas l'accueillir. Cette sobriété émotionnelle, les stoïciens la considéraient comme une forme de liberté. Épictète disait que la vraie force ne consiste pas à obtenir ce que l'on veut, mais à ne pas vouloir ce qui nous affaiblit. En t'éloignant, tu as cessé de vouloir une situation qui te demandait trop de compromis intérieurs. Et cette décision commence à produire des effets bien au-delà de cette relation précise. Tu deviens plus sélectif, plus présent à toi-même, moins pressé de combler le vide. Elle perçoit cette distance comme une frontière invisible. Si elle devait revenir, ce ne serait plus dans un terrain flou. Il y aurait des attentes claires, même si elles ne sont pas verbalisées. Et cela l'intimide, car être face à quelqu'un de centré oblige à se positionner. On ne peut plus se cacher derrière l'indécision ou la demi-mesure. C'est aussi à ce moment que son regard sur les relations change. Elle comprend que l'intensité n'est pas synonyme de profondeur, que le calme n'est pas de l'ennui, que la constance n'est pas une faiblesse. Et ces compréhensions arrivent souvent après la perte. Sénèque rappelait que la sagesse consiste souvent à apprendre trop tard ce qu'il aurait fallu savoir plus tôt. Cette pensée, sans qu'elle la formule ainsi, commence à l'habiter. Pour toi, le chemin est désormais plus clair. Tu ne cherches plus à être choisi à tout prix. Tu cherches à marcher droit. Et cette droiture intérieure devient ta boussole. Que quelqu'un te rejoigne ou non sur ce chemin n'est plus une urgence. C'est une éventualité. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit se tenir debout, non être tenu debout par les autres. Tu incarnes cette posture. C'est un bon moment pour rappeler quelque chose d'essentiel. Si ce type de réflexion te parle, si tu veux continuer à explorer cette manière plus lucide et plus calme d'aborder les relations, pense à t'abonner, pas par habitude, mais pour continuer ce cheminement intérieur, ensemble, sans bruit inutile. Elle, de son côté, n'a plus affaire à l'homme d'avant. Même si elle te recontacte, même si elle tente de raviver quelque chose, elle sentira que quelque chose a changé. Et ce changement n'est pas une façade. Il est profond, il est enraciné, et c'est ce qui le rend irréversible. Arrive alors la dernière étape, la plus silencieuse, mais aussi la plus décisive. Celle où ce qu'elle ressent n'a plus vraiment besoin de mots. Il n'y a plus de lutte intérieure, plus de scénarios répétés, plus de justifications mentales. Il reste une compréhension nette, presque sobre. Elle sait désormais. Elle sait que ton départ n'était pas une stratégie, mais une conséquence logique. Et cette certitude s'installe durablement. Ce qu'elle ressent à ce stade ressemble moins à un manque qu'à un respect tardif. Elle ne te voit plus comme quelqu'un qu'elle aurait pu garder sous contrôle émotionnel.
Elle te voit comme quelqu'un qui a su se retirer sans bruit, sans laisser derrière lui de chaos, mais aussi sans laisser de porte grande ouverte à l'ambiguïté. Et ce type de souvenir ne s'efface pas. Il devient un repère intérieur, parfois même un étalon de comparaison pour ses relations futures. Sénèque expliquait que certaines pertes sont en réalité des libérations déguisées. Pour elle, la perte est la tienne. Pour toi, la libération est intérieure. Tu n'as plus besoin de savoir ce qu'elle ressent exactement, ni jusqu'où va sa réflexion. Tu n'as plus besoin d'être validé par son regard. Et cette indépendance émotionnelle est peut-être la chose la plus rare que tu aies cultivée. Elle comprend aussi une chose essentielle. Si elle devait revenir vers toi, ce ne serait plus pour combler un vide ou apaiser une incertitude. Ce serait avec la conscience claire qu'elle devrait se montrer à la hauteur de ce que tu incarnes désormais. Et cette perspective est exigeante, car aimer quelqu'un de centré demande de l'honnêteté, de la constance et une vraie présence. Tout le monde n'y est pas prêt. De ton côté, tu ne nourris ni espoir excessif, ni fermeture totale. Tu avances avec calme. Tu sais que certaines histoires se terminent sans bruit, mais laissent des traces profondes. Marc Aurèle rappelait que tout ce qui arrive contribue à l'ordre du monde, même ce qui nous a semblé injuste ou douloureux sur le moment. Ton départ faisait partie de cet ordre. Il était nécessaire pour que tu retrouves ton axe. Tu réalises aussi que la vraie victoire n'est pas d'être regretté, mais de ne plus avoir besoin de l'être. Que quelqu'un pense à toi avec nostalgie ou avec respect ne change rien à l'essentiel. Ce qui compte, c'est que tu n'aies pas sacrifié ta paix intérieure pour rester dans une situation qui te diminuait. Épictète disait que personne n'est libre s'il ne se possède pas lui-même. Et désormais, tu te possèdes. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Si elle repense à toi dans le futur, ce ne sera pas avec l'image d'un homme qui a insisté, ni d'un homme qui a supplié. Ce sera avec l'image de quelqu'un qui a su partir au bon moment. Et cette image a une force particulière. Elle inspire le respect, parfois le regret, mais surtout une forme de reconnaissance intérieure. Toi, tu poursuis ton chemin, plus calme, plus lucide, moins pressé. Tu sais désormais que l'attachement véritable ne se mendie pas, qu'il se rencontre. Et que parfois, la chose la plus stoïque que l'on puisse faire n'est pas de rester, mais de s'éloigner avec dignité. Et si un jour vos chemins se croisent à nouveau, ce ne sera plus sur la base du manque ou de la confusion. Ce sera sur la base d'un choix clair. Et s'ils ne se croisent pas, tu sauras que tu as agi conformément à ce que tu es devenu. Et cela suffit.